Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre, qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien. Jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate.
Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celles-ci étaient remplies d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la Terre au-dessus du système volcanique s'élevait presque imperceptiblement. Un an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. C'est officiel. Nous connaissons maintenant l'emplacement et le moment exact de la prochaine éruption du supervolcan de Yellowstone. Et on ne le qualifie pas de supervolcan sans raison. Cet événement sera des milliers de fois plus puissant qu'une éruption volcanique ordinaire. Et la planète devra faire face à d'immenses catastrophes.
des séismes, des tonnes de coulées de magma, des nuages de cendres qui bloqueront la lumière du soleil. Le ciel sera gris pendant longtemps. Nous souffrirons d'une pénurie de nourriture en raison du manque de soleil. Les avions ne pourront plus voler. Certaines espèces d'animaux et d'arbres pourraient même disparaître. Une catastrophe en suivra une autre comme dans un jeu de domino démoniaque. Une époque terrible se prépare sur Terre et, bien, arrêtons-nous là. C'est clair, on a compris. Mais quand tout cela se produira-t-il? Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas sans réponse. Lorsque des volcans ordinaires entrent en éruption, c'est toujours une catastrophe. Mais uniquement pour les régions situées près de l'épicentre. Multipliez les dommages causés par un volcan ordinaire par plusieurs milliers, et vous obtiendrez une éruption de supervolcan. Yellowstone est l'un des plus grands systèmes volcaniques au monde. Il est entré en éruption 3 fois au cours des 2,1 derniers millions d'années. La dernière fois, c'était il y a 640 000 ans. Ces cendres ont recouvert une zone aussi grande environ que la moitié des États-Unis. Heureusement, il n'y avait pas d'humains sur place à l'époque, mais la nature a beaucoup souffert. Une éruption similaire s'est produite il y a environ 74 000 ans. C'était celle du supervolcan Toba, en Indonésie, et elle a entraîné une apocalypse à laquelle l'espèce humaine a à peine réussi à survivre. Selon certains spécialistes, seuls quelques milliers de personnes ont survécu à l'hiver volcanique qui a suivi, mais cela n'est encore qu'une hypothèse. Étant donné que Yellowstone est un système volcanique situé dans un vaste parc national, il était important pour les scientifiques de déterminer exactement où la première étincelle apparaîtrait. Ils ont découvert que le magma de Yellowstone ne s'accumule pas en un seul endroit, il se cache dans plusieurs réservoirs souterrains distincts. Le réservoir au nord-est de Yellowstone, à côté d'un magnifique endroit qu'on appelle Sour Creek Dome, est le plus à risque. Ici, le magma en fusion entre en contact avec les roches chaudes du manteau situées profondément dans le sol. Leur haute température maintient le magma à l'état liquide. Imaginez que vous mettiez une casserole de lait chaud sur le feu. Elle ne refroidit pas, elle chauffe même davantage, et le lait pourrait bientôt commencer à monter et à déborder de la casserole. La même chose se produit avec le magma présent au-dessous de Sour Creek Dome. Le magma y reste brûlant. À un moment donné, il pourrait commencer à s'écouler. C'est un peu comme un tuyau percé d'où jaillit une fontaine d'eau bouillante. Mais comment les scientifiques l'ont-ils découvert? Ces réservoirs de magma sont situés à une profondeur d'environ 10 km. Et toute cette zone est incroyablement chaude. Ils ont utilisé une méthode qui porte le nom de magnétotellurique. Le noyau en rotation de la Terre crée un champ magnétique qui entoure notre planète. Le magma circule autour du noyau, et il contient de nombreux minéraux magnétiques qui créent également des champs. Les scientifiques ont utilisé des instruments capables de détecter ces champs émanant du magma, comme un détecteur de métaux détecte les bijoux perdus sur une plage. En utilisant la magnétotellurique, ils ont scanné Yellowstone et découvert 4 grands réservoirs de magma. 3 d'entre eux émettaient de fortes ondes électromagnétiques. Mais dans le 4e, qui se trouve au nord-est, ils ont enregistré un signal magnétique beaucoup plus puissant. C'est ici que l'éruption est censée se produire. Mais heureusement, cela ne se produira pas de sitôt. Peut-être dans des dizaines de milliers d'années, peut-être dans des centaines. Ouf, vous pouvez souffler. Aucune apocalypse volcanique n'est prévue pour demain. Mais comment les scientifiques savent-ils quand ce magma commencera à entrer en éruption? Le magma n'a pas de minuteur, et le volcan ne sort pas de son sommeil à la sonnerie d'un réveil. Le magma s'écoule par les pores de la roche solide. C'est comme une éponge à vaisselle qui laisse circuler l'eau au travers de ses trous. Le magma pénètre dans ces pores et les remplit. Pour que le magma commence à entrer en éruption, il doit remplir au moins 40% de ses pores. Environ 20% d'entre eux sont remplis actuellement. Mais ces roches chaudes continuent de chauffer le magma et le conservent à l'état liquide, de sorte qu'il peut s'écouler entre les pores. À un certain moment, le magma se connectera à d'autres bassins, et alors un grand flux remontera vers la surface. Comment peut-on prévenir cela? Il semble que la solution soit de refroidir les roches de basalte. Mais c'est impossible à faire. Elles se trouvent à plusieurs kilomètres de profondeur, sont incandescentes, et puis il y en a trop. Et de toute façon, tenter de refroidir une partie du noyau terrestre est loin d'être une bonne idée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter que la nature vive sa vie. Si l'éruption se produit dans des dizaines ou des centaines de milliers d'années, alors peut-être que l'humanité trouvera un moyen de résoudre ce problème. Sinon, eh bien, nous devrons nous préparer aux conséquences.
Une catastrophe mondiale énorme commence par une explosion massive, à grande échelle. Le magma en éruption produit une quantité gigantesque de cendres. Cette puissante explosion d'énergie entraîne l'effondrement de la croûte terrestre sur le réservoir de magma. Cela conduit à la formation d'une caldeira géante. Vous avez probablement déjà vu ces énormes cratères au centre des volcans. Eh bien, c'est la caldeira. La catastrophe est si bruyante qu'elle assourdit tous ceux qui se trouvent à proximité. L'onde de choc soulève les cendres et la pierre ponce à une vitesse qui dépasse celle du son. Les matériaux volcaniques atteignent des altitudes incroyablement élevées en seulement quelques minutes. Puis, le pilier de cendres se répand et plonge toute la zone alentour dans l'obscurité. Les particules incandescentes présentes dans la partie inférieure tombent sous leur propre poids et réchauffent l'air autour d'elles. Il est alors presque impossible de respirer. Les morceaux de pierre poncent et les cendres ardentes provoquent des incendies. Et toute cette masse brûlante se transforme en coulées pyroclastiques qui détruisent et brûlent tout sur leur passage. Forêts, maisons, routes, tout se transforme en charbon. Les avions ne peuvent plus voler. Des particules pourraient pénétrer dans les moteurs. De plus, impossible de rien voir à travers un nuage aussi sombre et chaud. Conduire des voitures est également dangereux. Les particules volcaniques peuvent brûler les pneus. Heureusement, grâce aux technologies sismiques, les gens étaient au courant de l'éruption et tout le monde a été évacué. La colonne de cendres qui a atteint les confins de l'espace continue de s'étendre dans toutes les directions. Le vent propage la poussière volcanique. Un immense nuage en forme de parapluie apparaît au-dessus du territoire de Yellowstone. Il s'élargit de plus en plus et plonge une vaste zone dans une obscurité brûlante. Au cours des premières 24 heures, les cendres tombent sur la majeure partie des États-Unis et sur certaines parties du Canada. Elles abattent les lignes électriques, polluent les plans d'eau et détruisent les récoltes. Puis la pluie commence à tomber. L'eau se mélange à la cendre et tombe au sol sous la forme d'une boue grise. Et n'oubliez pas, elle est toxique. Cette cendre contient de grandes quantités de mercure, d'arsenic et de plomb. Ces masses toxiques empoisonnent les rivières, les lacs, les sols et même l'air. Pendant tout ce temps, l'éruption du volcan continue. Les explosions de magma, de cendres et de roches peuvent durer plusieurs semaines, voire un mois, et ce n'est que le début. Les cendres commencent bientôt à se déposer, mais le dioxyde de soufre libéré pendant l'éruption se répand dans toute l'atmosphère. Ce gaz se mélange avec la vapeur d'eau atmosphérique et forme un aérosol composé de petites particules. Tout cela recouvre la planète comme un voile. Cette couverture rend difficile le passage des rayons du soleil, ce qui signifie que les températures baissent fortement à la surface terrestre. Ces événements provoquent un refroidissement brutal de plusieurs degrés. Les agriculteurs perdent leurs récoltes. Les prix alimentaires augmentent et les économies s'effondrent. La famine menace la planète entière. La civilisation humaine pourrait plonger dans le chaos. Au bout de quelques années, on notera un réchauffement progressif, mais il faudra au moins 2 décennies pour revenir aux normes d'autrefois. Que sera devenue l'humanité d'ici là? Bien sûr, nous survivrons, mais toute la civilisation sera à reconstruire. Mais n'ayez pas peur, si nous n'y pouvons rien, autant profiter avec simplicité de chaque jour qui nous est donné. Soyons reconnaissants et solidaires. Se soutenir et prendre soin les uns des autres, surtout pendant un hiver volcanique, est une garantie de survie pour l'humanité. En avril 2025, les géologues sont retournés pour leur première mission de l'année au Norris Geyser Basin. Ils effectuèrent leur inspection habituelle quand ils ont soudain constaté qu'un élément du paysage ne correspondait plus à ce qu'ils avaient observé auparavant. À la place d'un sol monotone, s'ouvrait désormais une large cavité d'environ 4 mètres, emplie d'une eau laiteuse aux nuances bleu pâle. L'inquiétude les a aussitôt gagnés. Ils se demandaient si ce phénomène n'était pas le signe que le supervolcan de Yellowstone se préparait à entrer en éruption. Un tel événement représenterait une véritable catastrophe, capable de raser des villes entières, et selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les effets de cette éruption se feraient sentir dans le monde entier. Les régions proches subiraient des coulées pyroclastiques, ce mélange extrêmement dense de gaz volcaniques, de cendres, de pierres ponces et de blocs de lave. Rien ne résisterait à leur passage et l'éruption du Yellowstone les projetterait jusque dans le Wyoming, l'Idaho et le Montana.
Les zones plus éloignées échapperaient à ces coulées dévastatrices, mais elles subiraient de lourdes retombées de cendres, particulièrement abondantes dans les États situés près de la zone d'émission. Ces particules représenteraient un grave danger pour quiconque les respire, et leur accumulation pèserait suffisamment pour étouffer les cultures ou provoquer l'effondrement des bâtiments. Les conséquences seraient innombrables, et nous y reviendrons plus tard, car peu après la découverte, ce gouffre singulier prit de court même les spécialistes. Les géologues ont découvert des roches projetées en tous sens, dont certaines atteignaient près de 30 cm de diamètre, toutes couvertes d'une boue grisâtre, identique à celle qui recouvrait les parois de la nouvelle source. Le site donnait l'impression d'avoir explosé, sans que personne n'en ait été témoin. L'équipe a donc consulté d'anciennes images satellites pour en dater l'apparition. En décembre 2024, le sol était intact. Le 6 janvier 2025, une légère dépression s'esquissait. Et le 13 février, le trou rempli d'eau était déjà formé. Ce qui restait troublant, c'est que les capteurs chargés de détecter les explosions hydrothermales majeures n'avaient relevé aucune activité. Aucun souffle puissant, ni signe annonciateur. On a plus tard établi que cette ouverture déroutante n'était pas née d'une seule et vaste détonation, mais d'une succession de petites explosions échelonnées dans le temps. Ces décharges avaient d'abord expulsé des roches, puis de la boue, façonnant peu à peu le cratère, lequel s'était ensuite rempli d'une eau chargée en silice. Cette conclusion représentait un profond soulagement. Yellowstone repose sur un supervolcan dont les grandes éruptions représentent un scénario redouté. Par bonheur, il ne s'agissait là que d'un phénomène modeste, lentement accumulé, spectaculaire certes mais parfaitement maîtrisable. Le parc national abonde en geysers, sources chaudes et paysages naturels variés, mais sous la surface règnent des forces d'une intensité extrême, toutes liées à ce supervolcan. Les supervolcans se caractérisent par une taille exceptionnelle et, le plus souvent, par l'absence de cônes, puisqu'ils correspondent au reste de gigantesques chambres magmatiques dont l'embrasement ancien a laissé derrière lui une caldeira. Ils se situent généralement au-dessus de points chauds et il n'est guère surprenant qu'ils puissent engendrer de véritables super-éruptions capables de projeter dans l'atmosphère plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz brûlants. 4 événements de cette ampleur suffiraient à remplir entièrement le Grand Canyon. Les supervolcans se forment lorsque des volumes considérables de magma incandescent s'échappent des profondeurs. Ce magma, bien qu'il remonte vers la surface, ne peut franchir la croûte terrestre, si bien qu'une masse bouillonnante s'accumule à quelques kilomètres seulement, sous une pression toujours croissante. Et c'est alors que, boum, survient la super-éruption. En 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont cartographié la chambre magmatique principale du supervolcan de Yellowstone et ont été stupéfaits par sa taille. Ils ont ensuite découvert une seconde chambre juste en dessous. Ensemble, ces réservoirs souterrains pourraient recontenir suffisamment de roches en fusion pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Toute cette masse magmatique exerce une pression vers la surface, expliquant que le sol de Yellowstone s'élève de 3 à 5 cm chaque année. Ce soulèvement, lent mais constant, pourrait paraître anodin, mais combiné au fait que Yellowstone demeure un volcan actif, avec un indice d'explosivité volcanique de 8, il incite à s'interroger sur les conséquences potentielles d'un scénario catastrophe. En effet, ces dernières années, le site a montré une certaine agitation. En mars 2023, 354 tremblements de terre ont été enregistrés, dont le plus puissant atteignait une magnitude de 3,7, dans le cadre d'une série de 106 secousses. Avant de céder à la panique, les experts de l'observatoire du volcan de Yellowstone assurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aucune éruption n'est imminente. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis, et le fait que Yellowstone n'ait pas éclaté depuis longtemps ne signifie nullement qu'une explosion soit sur le point de survenir. Pour l'instant, le parc demeure stable, mais les scientifiques surveillent attentivement tout ce qui se passe sous terre. Séismes, soulèvement du sol et variations de température. Par souci de précaution. Le panache de magma en fusion qui forme le point chaud sous Yellowstone bouillonne depuis 17 millions d'années. La lente progression de la croûte terrestre au-dessus a laissé une traînée de volcans s'étendant sur plus de 720 km le long de la plaine de la Snake River, la plupart désormais recouverts de couches successives de lave et de sédiments.
Au cours des 2,1 derniers millions d'années, Yellowstone a déclenché 3 éruptions cataclysmiques d'une ampleur telle qu'elles ont remodelé le paysage. Chacune projeta des coulées pyroclastiques, rivières de roches brûlantes, de cendres et de pierres ponces, sur plusieurs kilomètres. Les débris s'accumulèrent en couches épaisses, certaines se solidifiant en roches semblables à de la lave. Lorsque ces éruptions vidèrent les chambres magmatiques souterraines, le toit s'effondra, formant les gigantesques calderas que nous observons aujourd'hui. Même après ces méga-éruptions, Yellowstone poursuivit son activité. Entre 180 000 et 70 000 ans avant notre ère, d'énormes coulées de lave rhyolitique, atteignant parfois plus de 600 km3, se déversèrent. Certaines suivirent des lignes de fissures orientées nord-sud. La coulée de West Yellowstone se manifesta il y a environ 110 000 ans, tandis que celle de Neperse Creek remonte à 160 000 ans. Depuis Madison Junction, sur le rebord nord-ouest de la caldeira, on peut observer une falaise formée lorsque l'éruption du tuf de Lava Creek provoqua l'effondrement du terrain il y a 640 000 ans. À l'intérieur de la caldeira, les coulées de lave durcie serpentent à travers le sol, témoignant de ces épisodes. Déterminer quand un supervolcan pourrait entrer en éruption revient à lire les signaux que nous envoie la nature. Des milliers d'années avant une éruption massive, la chaleur souterraine s'accumule, et les chambres magmatiques deviennent comme des cocottes minutes sous pression. De petits signes apparaissent. Des bulles de gaz s'échappent, des tremblements de terre secouent le sol, le terrain s'élève lentement, des fissures se forment, et les sources thermales ainsi que les geysers deviennent plus actifs. Que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Les coulées pyroclastiques dont nous avons parlé se composent généralement de 2 éléments. Un flux inférieur de lave brûlante, se déplaçant au niveau du sol, et un nuage de cendres le suivant au-dessus. Ensemble, ils dévasteraient de vastes régions. Les cendres pourraient même atteindre l'Europe en 3 à 4 jours, mais l'impact y serait relativement modéré comparé aux zones les plus proches de l'épicentre. Après cela, il ne faudrait guère plus de 2 à 3 semaines pour que des températures plus fraîches s'installent à l'échelle mondiale, en raison des gaz sulfurés qui atteindraient l'atmosphère supérieure suite à l'éruption. Les scientifiques estiment que la température planétaire pourrait chuter de 10 à 12 degrés, et ces effets perdureraient de 6 à 10 ans, interrompant les moussons et provoquant potentiellement une famine étendue en Asie. Vous êtes inquiets? Rassurez-vous, les experts ne pensent pas que le géant endormi sous le parc de Yellowstone se réveillera de notre vivant. Selon eux, la prochaine éruption surviendrait probablement dans plusieurs centaines de milliers d'années, et même alors, elle pourrait être relativement modérée, car le magma de Yellowstone est en réalité réparti entre 4 chambres distinctes. De surcroît, certains réservoirs de magma risquent de refroidir et de se solidifier, réduisant ainsi les probabilités d'éruption. Ainsi, bien qu'un événement de cette ampleur puisse profondément altérer notre monde, il demeure très improbable qu'une éruption se produise dans un avenir proche. Le niveau d'alerte de Yellowstone est vert, mais il ne faut pas trop se rassurer. Ce supervolcan est vivant et peut entrer en éruption à tout moment. Les nouvelles données montrent que la caldeira respire. Le sol monte et descend pendant que ça bouge en profondeur. Si Yellowstone explosait aujourd'hui, ce serait une immense catastrophe. Une couche de cendres de 3 mètres recouvrirait tout jusqu'à environ 1600 km et plus de 90 000 personnes mourraient presque instantanément. Le problème, c'est qu'une activité étrange se manifeste là-bas depuis quelque temps, comme l'éruption soudaine du rare geyser Equinus. C'est le plus grand geyser acide connu, avec environ 18 mètres de diamètre. Imaginez une source chaude qui projette de l'eau acide. Il est aussi brûlant. Sa température peut dépasser 93 degrés Celsius, soit plus de 200 degrés Fahrenheit. Le geyser Equinus était très actif dans les années 70, avec une éruption toutes les 40 à 80 minutes. Mais il est resté silencieux pendant près de 6 ans, jusqu'à sa nouvelle éruption en février 2026. L'eau a jailli à près de 9 mètres pendant environ 3 minutes. C'était impressionnant, mais inquiétant. Alors, est-ce le signe que le volcan se réveille enfin? Probablement pas. Les geysers s'activent puis se calment tout le temps. C'est un comportement typique de Yellowstone.
Mais Equinus n'est pas la seule source chaude du secteur à agir bizarrement. Yellowstone fut le premier parc national des États-Unis et repose sur un supervolcan actif. C'est pourquoi il y a plus de 500 geysers actifs. Ce sont des sources chaudes souterraines qui projettent parfois eau et vapeur. Ces geysers sont comme de longs tubes profonds, remplis d'eau sous le sol. Au fond, l'eau est proche du magma, donc de la roche en fusion, et commence à bouillir. La pression pousse alors l'eau vers le haut et provoque l'éruption. Ensuite, l'eau redescend lentement et tout recommence. Avec tous ces geysers, le parc est presque toujours couvert de vapeur, ce qui lui donne cette atmosphère mystérieuse et brumeuse. Et maintenant, l'histoire devient encore plus fascinante. Le sol bouge, littéralement. Ces derniers temps, toute l'attention se concentre sur le bassin de geyser de Norris. C'est là que se trouve le geyser Steamboat, le plus haut geyser actif du monde. Et depuis 2025, les scientifiques y observent quelque chose d'étrange. Le terrain, autrefois plat, présente maintenant un renflement. Oui, le sol s'est soulevé d'environ 1 pouce au bord nord de la caldeira de Yellowstone. Mais inutile d'imaginer Yellowstone exploser et détruire la planète. La situation est inquiétante, c'est vrai, mais ce n'est pas un signe direct qu'une éruption approche. Et pour être juste, ce phénomène n'est même pas nouveau. Entre 1996 et 2004, le terrain a fait exactement la même chose. La zone, située juste au sud du bassin de geyser de Norris, s'est soulevée de presque 5 pouces. Une énorme poche de magma à 14 km de profondeur, poussée depuis le sous-sol. On aurait dit que Yellowstone pouvait entrer en éruption à tout moment. Tout le monde craignait la fin du monde. Mais rien ne s'est produit. Puis, fin 2013, le sol a recommencé à monter. À un rythme d'environ 15 cm par an, plus vite que jamais auparavant. Et l'inquiétude est repartie de plus belle. Mais comme la fois précédente, rien de majeur ne s'est produit. L'épisode a duré jusqu'en 2014 et s'est terminé par un séisme de magnitude 4,9. C'était même le plus fort de la région depuis les années 70, mais il n'a pas déclenché d'éruption massive. En réalité, la dernière éruption de Yellowstone remonte à environ 70 000 ans. Et ce n'était même pas une explosion géante. La zone s'appelle l'anomalie de soulèvement de Norris. Et les scientifiques connaissent déjà bien son comportement étrange. Selon eux, quand le magma entre dans la croûte terrestre, il refroidit et libère des gaz piégés. Quand ces gaz s'échappent, la pression baisse et le sol redescend. Mais juste au moment où l'on pensait que la zone s'était enfin calmée, eh bien non. En juillet 2025, les scientifiques ont vérifié les données et l'ont confirmé. Le terrain remontait encore. Tout le processus ressemblait beaucoup à celui des années 90. Cela pourrait aussi expliquer la hausse soudaine du nombre de séismes en 2025. En fait, l'année a été plutôt calme dans l'ensemble, avec seulement environ 1100 tremblements de terre. C'est assez peu quand on sait qu'une année normale en compte au moins 1500. Mais les séismes ont brusquement augmenté fin 2025. Presque tous près de l'anomalie. Les scientifiques étaient donc presque sûrs que les deux phénomènes étaient liés. Selon les estimations, le sol devait encore monter un moment. Mais les experts disaient qu'il n'y avait pas de risque d'éruption. Les changements observés restent faibles. Rien à voir avec les vrais signaux si Yellowstone était vraiment sur le point d'exploser. En plus, nos outils actuels suivent bien mieux ces montées et descentes du sol. Mais s'il y a une chose qu'on sait des volcans, c'est qu'ils sont imprévisibles. Alors, contre toutes les prévisions, quelque chose d'étrange vient d'arriver. Le sol a cessé de monter. Exactement. Les mesures récentes montrent que le mouvement ascendant, commencé en juillet 2025, s'est interrompu. Donc, ce qui se passait sous le bassin de geyser de Norris s'est arrêté, au moins pour l'instant. Et un autre élément montre que la caldeira est revenue à la normale. En février 2026, on a compté 74 séismes dans la zone. Cela peut sembler énorme, mais pour Yellowstone, ça ne l'est pas.
C'est un chiffre assez classique, car environ la moitié des séismes du parc se produit normalement en essaim. Autrement dit, des groupes de secousses au même endroit, presque au même moment. Ces essaims peuvent provoquer 10 petits séismes en 1 heure. Pour vous donner une idée, l'année record pour les séismes était 2017. Cette année-là, on observait environ 285 séismes par mois. Et même cela n'a pas été considéré comme une activité dangereuse. Donc, avec seulement 74 secousses en février, on peut dire que la situation était très normale. D'accord, la caldeira semble de nouveau calme. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en sécurité et que Yellowstone n'explosera pas? Pas vraiment. Les volcans restent totalement imprévisibles. Oui, je me répète. Mais même avec toute la technologie actuelle, nous ne savons pas exactement comment ils vont se comporter. Donc, techniquement, une éruption peut survenir à tout moment. Certains pensent que Yellowstone est en retard, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'après le registre géologique, il y a en moyenne 725 000 ans entre ces grandes éruptions. Depuis la dernière grande explosion, il resterait donc encore 100 000 ans. Mais cette moyenne veut dire peu. Les volcans ne suivent aucun calendrier. Si Yellowstone explosait vraiment, ce serait une catastrophe totale. Certains disent que sa puissance dépasserait tout ce que l'humanité a vu. Les modèles montrent qu'il projetterait cendres et gaz toxiques dans le ciel, rendant l'air presque irrespirable. Ces cendres pourraient atteindre l'Europe en 3 ou 4 jours. Le magma raserait la région, engloutissant forêts, rivières, montagnes et tout ce qui se trouverait sur son passage. Mais les scientifiques disent que les chances d'éruption sont infimes. Et surtout, l'une des chambres magmatiques sous Yellowstone ne contiendrait que 5 à 15% de matière liquide. Le reste est surtout de la roche solide. Brûlante, oui, mais solide. On ne sait même pas s'il y a assez de magma fluide pour provoquer une éruption. Cela dit, il ne faut pas non plus se relâcher complètement. Les experts surveillent toujours le bassin de Loris, au cas où il changerait ces prochains mois. En réalité, tout le volcan est surveillé en permanence, et cette situation rappelle simplement que Yellowstone est toujours bel et bien vivant. Les missions spatiales sont connues pour leurs coûts faramineux. Pour vous donner une idée, un billet permettant à un astronaute d'accéder à l'espace débute à environ 20 millions de dollars et peut grimper jusqu'à 50 millions. Bien que la NASA dispose d'un budget conséquent, elle s'efforce constamment d'optimiser ses dépenses et de réaliser des économies de plusieurs millions. En outre, l'agence a compris depuis longtemps qu'il n'était pas indispensable de se rendre sur une lune de Saturne pour y chercher des traces de vie extraterrestre, car toutes les conditions propices sont déjà réunies dans le Wyoming. Si cela vous interpelle, vous saisissez déjà pourquoi Yellowstone suscite un tel intérêt de la part de la NASA. Pour explorer la possibilité de vie extraterrestre, il est essentiel d'étudier des environnements qui reproduisent ces conditions. C'est ici que les sources thermales de Yellowstone prennent toute leur importance. Toutefois, ce n'est pas tout le parc qui intéresse la NASA. Ours, élans et autres espèces locales sont du ressort des biologistes. Ce sont les geysers, foyers de vie microbienne, qui captivent son attention. À noter que Yellowstone abrite à lui seul plus de geysers et de sources chaudes que le reste du monde. Dans certaines de ces sources, l'eau atteint des températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius. Cela pourrait sembler utile uniquement pour infuser du thé, mais il y a plus. La vie microbienne survit non seulement à ces conditions extrêmes, mais s'y épanouit après une adaptation spécifique. Ces microbes pourraient-ils donc nous aider à détecter des traces de vie ailleurs? Absolument. Passons à la véritable star du parc, Grand Prismatic Spring. Sa forte concentration en silice lui confère ses couleurs spectaculaires. La silice réfracte la lumière du soleil, notamment les longueurs d'onde bleues, ce qui donne à la source son apparence si vive et éclatante. Ce qui est encore plus fascinant, cependant, n'est pas sa couleur, mais ce qu'elle révèle sur l'évolution de la vie. Il y a environ 4,5 milliards d'années, les organismes vivants ne savaient pas encore capter l'énergie solaire. Ils utilisaient des procédés chimiques, exactement comme ceux encore à l'œuvre aujourd'hui dans Grand Prismatic Spring. Mais pourquoi évoquer d'autres planètes? Si la vie sur Terre a émergé d'une manière semblable à celle observée à Yellowstone, il est fort probable que des conditions similaires existent ailleurs dans l'univers. Si nous parvenons à identifier précisément l'origine de la vie, ici,
nous pourrions considérablement affiner notre quête de traces de vie sur d'autres planètes. Des geysers comparables à ceux de Yellowstone ont été découverts sur des lunes telles qu'Encelade, en orbite autour de Saturne, et Triton, satellite de Neptune. Mais en quoi ressemble-t-il à ceux que nous observons à Yellowstone? En 1989, la sonde Voyager 2 de la NASA a fait sensation en repérant des geysers sur Triton, marquant la première observation d'un tel phénomène en dehors de la Terre, sans compter les éruptions volcaniques sur Io, lune de Jupiter, découverte par Voyager 1 en 1979. Depuis, d'autres geysers ont été repérés sur d'autres lunes du système solaire. Dans le parc de Yellowstone, l'eau des geysers est chauffée par des sources provenant des entrailles terrestres. En revanche, sur certaines lunes lointaines, la chaleur provient des forces de marée générées par l'attraction gravitationnelle des grandes planètes autour desquelles elles gravitent. Tout comme les marées terrestres sont influencées par la Lune et le Soleil, ces lunes connaissent des phénomènes similaires à une échelle bien plus vaste. Sous leur épaisse couche glacée, se trouvaient des océans chauds et salés, isolés par cette couche de glace. Les forces de marée, en rapprochant et éloignant les lunes de leur planète, génèrent une chaleur suffisante pour projeter l'eau chaude dans l'espace, lorsqu'une fissure se forme. Cette croûte gelée, avec l'eau chaude en dessous, évoque un étang pris dans la glace sur Terre. Mais pourrait-il y avoir des formes de vie évoluant dans ces océans cachés, comme les créatures vivant sous la glace des étangs? Les scientifiques veulent en avoir le cœur net. La NASA envisage d'envoyer des sondes de pointe explorer ces lunes lointaines à la recherche de signes de vie. Mais ces océans sont enfouis à plusieurs kilomètres sous la glace. Comment y parvenir? Eh bien, les geysers pourraient bien en détenir la clé. En février 2019, un groupe de planétologues s'est rendu à Yellowstone en hiver pour analyser les similitudes entre les geysers terrestres et ceux observés dans l'espace. Ils savaient que les geysers de Yellowstone abritaient des microbes résistants, appelés extrémophiles, qui s'épanouissent dans des conditions extrêmes comme l'eau chaude ou acide. Les chercheurs souhaitaient en apprendre le plus possible sur ces microbes et leur habitat. Ils ont apporté divers instruments pour mesurer la température, le pH et les niveaux d'oxygène dans l'eau. Des outils spécifiques ont également servi à analyser la composition chimique des glaces et des roches, tout en scrutant l'air à la recherche de gaz. Ils ont même prélevé des échantillons d'eau, de roches et de glace en capturant de fines gouttelettes sur des feuilles d'aluminium imprégnées de vapeur de geyser. Leur cible principale était le geyser de Great Fountain, situé dans le bassin de geyser de Midway à Yellowstone, célèbre pour ses spectacles impressionnants répétés 2 à 3 fois par jour. Cependant, la saison hivernale leur a réservé des surprises. Certains scientifiques, retardés par la neige, sont arrivés tard dans la nuit, juste avant l'entrée du parc. Leur SUV s'est ensuite embourbé dans une congère et a dû être dégagé par un chasse-neige. Le lendemain, à bord d'un autocar des neiges, ils ont parcouru près d'1 kilomètre à travers une épaisse couche de verglas pour atteindre le geyser, tout en gardant l'œil sur les élans, bisons et même les ours. En chemin vers le geyser de Great Fountain, ils ont fait plusieurs arrêts pour collecter des échantillons et effectuer des mesures dans d'autres bassins, comme Lemon Pool et Surprise Pool. Malgré son isolement apparent, Yellowstone reste bien plus accessible que des lunes comme Encelade ou Triton. C'est un laboratoire naturel exceptionnel, capable de nous en apprendre beaucoup sur la vie terrestre et, peut-être, sur la vie au-delà de notre planète. En ce qui concerne les laboratoires, Grand Prismatic Spring peut en être un à part entière. Sous le microscope, ces bactéries ressemblent à des allumettes. Elles portent le nom latin de Thermus aquaticus et vivent dans cette source chaude. Ces microbes ont sauvé des millions de vies humaines. Si cela semble difficile à croire, sachez qu'ils ont permis la création de la base des tests PCR, aujourd'hui largement utilisés pour obtenir des diagnostics médicaux rapides et précis. Dans les années 60, Thomas Brock, un microbiologiste, explorait les bassins thermaux surchauffés du parc lorsqu'il a fait une découverte extraordinaire. Brock s'intéressait particulièrement aux bactéries capables de survivre dans des environnements extrêmes. Pendant 10 ans, il a étudié les geysers et sources thermales de Yellowstone, et a découvert, dans une source appelée Mushroom Pool, un microbe capable de survivre dans une eau proche de l'ébullition. Ce petit organisme, Thermus aquaticus, a révolutionné la science. Pourquoi? Eh bien, ce microbe est essentiel à la technique PCR, ou réaction en chaîne par polymérase, utilisée pour copier rapidement des échantillons d'ADN. Avant sa découverte, la chaleur endommageait les enzymes maintenant l'ADN intact,
compliquant ainsi le processus. Mais grâce à Thermus Aquaticus, les scientifiques peuvent réchauffer et refroidir les échantillons sans les dégrader, rendant le processus plus rapide et plus efficace. Cela a été rendu possible grâce à la purification d'une enzyme nommée TAC polymérase, extraite de ce microbe. Les microbes de Yellowstone pourraient également devenir votre allié pour un petit déjeuner durable et savoureux. Un microbe unique, découvert au cours de recherches financées par la NASA, est aujourd'hui transformé en galette végane pour le petit déjeuner et en fromage à la crème. Ce microbe, trouvé dans une source chaude et baptisé Fusarium flavolapis, suscite l'intérêt des passionnés de l'espace comme source potentielle de protéines pour les missions spatiales prolongées. De plus, il utilise beaucoup moins d'eau et de terre que la production de bœuf, ce qui en fait un choix écologique. À l'origine, les chercheurs ont étudié ce microbe pour produire des biocarburants, mais ils ont vite découvert qu'il pouvait être cultivé en protéines complètes, avec une texture semblable à celle du poulet. Ce produit, commercialisé sous le nom de FI, peut être transformé en divers aliments grâce à un processus de fermentation garantissant l'absence de contaminants. La NASA développe même un bioréacteur pour cultiver du FI dans l'espace. Restez à l'écoute. Si tu as déjà visité le parc national de Yellowstone, tu as probablement été fasciné par ces puissants geysers, qui crachent de l'eau surchauffée et de la vapeur dans les airs. Mais une chose encore plus intrigante se cache en réalité sous terre. Je veux parler du système naturel de canalisation souterraine qui rend possible ces éruptions grandioses. À ce sujet, il y a de bonnes nouvelles. Récemment, des chercheurs ont réussi à cartographier le système de plomberie hydrothermale du parc national à l'aide d'un gigantesque aimant volant. Les scientifiques ont ainsi réussi à en documenter toutes les caractéristiques dans les moindres détails. Le fait est que Yellowstone abrite le plus grand système hydrothermal au monde. Il recèle plus de 10 000 curiosités, telles que des geysers, des marmites de boue, des sources chaudes et des cheminées de vapeur. Elles sont alimentées par un réseau de voies d'eau souterraines, lesquelles sont surchauffées par le magma qui s'écoule sous terre. L'eau remonte alors à la surface. À l'heure actuelle, personne ne sait grand-chose sur le fonctionnement de ce réseau. Mais les cartes nouvellement créées pourraient enfin éclaircir ce mystère. Les chercheurs expliquent que leur connaissance du sous-sol de Yellowstone présente quelques lacunes. C'est pourquoi on l'appelle souvent le sandwich mystère. Les scientifiques en savent beaucoup sur les caractéristiques de sa surface, car ils peuvent les observer directement. Ils savent également ce qui se passe dans le système magmatique et tectonique à plusieurs kilomètres sous la surface. Mais ils n'ont pas encore bien cerné ce qui se passe au milieu. Il faut absolument que l'on te parle de cet énorme aimant volant utilisé pour la recherche. Il s'agit du SkyTEM. On l'a suspendu à un hélicoptère pour survoler Yellowstone plusieurs centaines de fois, tout en scrutant le sol en contrebas. L'aimant est constitué d'une boucle de câbles chargée électriquement de 25 mètres de diamètre. Sa tâche principale est de générer un puissant champ électromagnétique. Comme les différents types de matériaux, tels que l'eau ou la roche, réagissent différemment à ce champ, les scientifiques sont parvenus à esquisser quelques cartes de ce sous-sol pour la toute première fois. Cette technique de cartographie a également permis aux chercheurs de faire la distinction entre le magma et la roche-mère, qui ont des propriétés magnétiques légèrement différentes. L'équipe a également eu l'occasion d'observer comment le magma et l'eau interagissent et créent ces caractéristiques géologiques époustouflantes à la surface. Enfin, les chercheurs ont obtenu des cartes en haute résolution d'une profondeur allant d'environ 150 à 700 mètres et des cartes basse résolution montrant ce qui se passe à une profondeur pouvant excéder 2 km. Parallèlement, les chercheurs pensent que le système hydrothermal lui-même pourrait s'étendre jusqu'à 5000 mètres sous la surface. S'ils ont vu juste, cela signifierait qu'ils n'ont cartographié que la moitié supérieure du système de plomberie de Yellowstone. Quoi qu'il en soit, tu te souviens qu'on a dit que les scientifiques savaient à peu près tout au sujet de la partie inférieure du sandwich de Yellowstone? S'ils ont une si bonne idée des plaques tectoniques et des failles profondes qui s'y trouvent, c'est parce que les fréquents tremblements de terre qui secouent le parc leur donnent l'occasion d'étudier une variété de phénomènes. En juillet 2021, par exemple, plus de 1000 tremblements de terre ont secoué la région. Aujourd'hui, cette équipe de chercheurs en sait beaucoup plus sur certains phénomènes célèbres, comme le geyser Old Faithful ou le Grand Prismatic Spring. Ils ont également découvert que certaines manifestations hydrothermales individuelles de surface pourraient en fait être connectées à d'autres, qui peuvent se trouver jusqu'à 10 km.
Une autre découverte intéressante est que même si les geysers et les sources chaudes de Yellowstone varient en taille, en forme, en couleur, en explosivité et en composition chimique, ils sont principalement alimentés par des sources souterraines très similaires. Cela signifie que la différence entre ces particularités géologiques apparaît plus près de la surface. Je suis sûr que tu as déjà vu l'image emblématique de Yellowstone, avec une grande source aux couleurs arc-en-ciel et dont les bords sont d'un orange ardent. Qu'est-ce qui rend ces sources chaudes si colorées? Étonnamment, ces teintes impressionnantes proviennent de créatures microscopiques. La température des sources est si élevée qu'elle pourrait facilement et rapidement te faire cuire. De plus, l'eau y est très acide, comme le liquide d'une batterie de voiture. Mais il existe certains types de microbes qui apprécient la chaleur et qui ne craignent pas ces conditions extrêmes. On peut même dire qu'ils y prospèrent. Ainsi, chaque anneau de couleur différente est, dans la plupart des cas, un anneau habité par des bactéries différentes. Et chaque espèce s'est adaptée à une température ou à un pH particulier, lequel mesure le degré d'acidité de tel ou tel environnement. Prenons l'exemple du Grand Prismatic Spring. Oui, l'emblématique. SEs, teintes arc-en-ciel, indiquent probablement la diversité des microbes qui y vivent. Donc, en commençant par le centre de la source thermale, tu peux voir une belle couleur aigue marine. C'est là que la température de l'eau est la plus élevée, jusqu'à 87 degrés Celsius, parce que cette zone se trouve juste au-dessus de la source d'eau souterraine. L'eau y est bien trop chaude, même pour les microbes. C'est pourquoi ce que tu vois est principalement une eau claire. La raison de sa couleur bleue est la même que celle du ciel. La lumière du soleil frappe la surface de l'eau et la lumière se disperse. Mais c'est la lumière bleue qui se disperse le plus et qui est renvoyée vers nos yeux. Bien. L'anneau de couleur suivant est le jaune. Tout cela grâce à certaines cyanobactéries. La température de cet anneau jaune atteint les 74 degrés Celsius. Si les conditions de la source chaude étaient un peu différentes, ces bactéries créeraient une teinte bleu-vert grâce à un pigment bien connu, qui n'est autre que la chlorophylle. Mais comme la lumière du soleil qui frappe la source est trop intense, les bactéries commencent à produire un autre type de pigment. Il s'agit des caroténoïdes. Et devine quoi? Ils agissent comme un écran solaire pour les bactéries. Et comme ce pigment est orange, la bactérie normalement verte prend une teinte jaunâtre. Enfin, nous avons cette couleur orange vif plus près des bords de Prismatic Spring. Il y fait un peu plus frais, autour de 65 degrés Celsius. Dans cette partie de la source, on trouve plusieurs types de bactéries. Elles produisent toutes des substances qui lui donnent cette couleur orangée. Enfin, sur les bords de la source, la température est plus fraîche, environ 55 degrés Celsius, et une plus grande variété de microbes peut y survivre. Tous ces éléments combinés donnent au bord de la source cette teinte rouge-brun. Mais les scientifiques pensent que l'homme et son activité ont pu influencer les couleurs des caractéristiques hydrothermales de Yellowstone. Par exemple, dans le passé, les températures du Morning Glory Pool étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi sa couleur était d'un bleu profond. Mais les déchets ont commencé à s'accumuler dans le bassin, et une partie de ces déchets a obstrué les vents hydrothermales. Cela a provoqué une baisse des températures qui a entraîné une croissance microbienne. En conséquence, cette jolie couleur bleue s'est transformée en jaune orangé. En ce qui concerne les geysers de Yellowstone, le plus célèbre d'entre eux est le fameux Old Faithful. Il a reçu ce nom à la fin du 19e siècle en raison de la régularité de ses éruptions. Ce geyser est plus actif que les autres, puisqu'il entre en éruption environ 20 fois par jour. Chacune de ces impressionnantes manifestations dure de 1 à 5 minutes. Et le jet d'eau bouillonnante peut atteindre une hauteur de 55 mètres. En parlant du parc national de Yellowstone, nous ne pouvons pas passer sous silence le supervolcan de Yellowstone. N'est-ce pas? Les supervolcans apparaissent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ils finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. Et à un moment donné, une super éruption se produit. Tu n'as pas forcément envie d'être là pour ça. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Les experts sont convaincus qu'il s'agit d'une évolution naturelle. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un renfoncement de la caldeira. Les scientifiques estiment donc que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment.
Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être liquéfié à au moins 50%, et dans le SIA de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à conclure que son point chaud pourrait être actuellement en déclin, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation du dôme. Au moins 3 autres super-éruptions ont émaillé l'histoire du volcan de Yellowstone. Cela s'est passé il y a environ 8,7 millions d'années. Tout d'un coup, de vastes prairies se sont ouvertes. Des nuages de gaz volcanique et de cendres ont recouvert le ciel. Des coulées de lave ont dévalé les collines et traversé les plaines. En quelques minutes, du verre volcanique noir s'est mis à tomber du ciel, anéantissant les animaux, écrasant les plantes. Il n'a pas fallu longtemps avant que la terre ne s'effondre, ouvrant des tranchées géantes remplies de magma brûlant. Cela a été la plus grande éruption du supervolcan de Yellowstone. Ce géant, qui est en fait l'un des plus grands systèmes volcaniques actifs de la planète, n'a pas été nommé supervolcan pour rien. S'étendant très profondément et sur des centaines de kilomètres, les supervolcans sont des structures complexes. Les experts ne savent toujours pas quels processus peuvent déclencher ces monstres cracheurs de feu et conduire à de super éruptions. Lorsque cela se produit, plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz chaud sont projetés dans l'air. 4 super éruptions suffiraient à remplir le Grand Canyon à bord. Les volcans créent des montagnes, mais les supervolcans les effacent de la surface de la Terre. Ils transforment les climats et les écosystèmes. Heureusement, ces événements désastreux n'arrivent que tous les 50 000 ans environ. Les supervolcans apparaissent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol et d'éclater à la surface de la Terre. Habituellement, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. De grands bassins de magma, bouillonnant sous pression, s'accumulent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter, car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. Et puis un jour, bam! Une super éruption se déclenche. Il y a des millions d'années, les premiers signes du désastre sont apparus bien avant que la catastrophe n'éclate. Pendant des milliers d'années, la chaleur avait jailli de l'intérieur de la planète. Elle avait fait fondre la roche sous la croûte terrestre, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celle-ci était remplie d'un mélange pressurisé de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, dont le dioxyde de carbone. Toute cette soupe souterraine brûlante était en extension au fur et à mesure que du magma se formait. La terre au-dessus du système volcanique s'élevait lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive. 1 an avant la super éruption, Yellowstone avait donné un avertissement. Mais en ce temps-là, personne ne pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus alarmants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libérait des bulles de gaz. En éclatant, ces bulles peuvent alimenter certains types d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les petits tremblements de terre sont devenus plus fréquents et plus intenses. Le sol, en de nombreux endroits du supervolcan, est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines se sont également réchauffés. Si des gens avaient été là à ce moment-là, ils auraient remarqué une vapeur inhabituelle qui embrumait la zone. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol situé au-dessus de la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé un soulèvement en forme de dôme. Des fissures étroites ont commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine que tu ouvres une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire s'est passé près du volcan. La pression a été relâchée par les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers ont atteint des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à monter vers la surface. À un moment donné, le plafond rocheux de la chambre magmatique n'a plus résisté et l'éruption a commencé. De petites mais constantes secousses ont commencé à faire bouger le sol quelques jours avant la catastrophe. Mais les vraies secousses n'ont commencé que quelques minutes avant l'éruption. Dans un rugissement assourdissant, une colonne massive de lave et de cendres s'est élancée dans les airs à une hauteur de plus de 26 km. En quelques minutes, une coulée pyroclastique s'est précipitée à travers la région à une vitesse phénoménale, proche de celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solide, de cendres volcaniques et de gaz chaud en expansion. Elle ressemblait à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température de plus de 700 degrés Celsius, elle brûlait tout sur son passage. Le volcan a continué à pomper de la cendre pendant des jours entiers. L'air dans cette zone s'est réchauffé jusqu'à 300 degrés Celsius. Pour tous les êtres vivants, les retombées de cendres ont été l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux en quelques secondes après avoir été inhalée et être entrée dans les poumons. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance de survivre. Même les gros arbres ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense.
Il n'a fallu que quelques jours pour qu'une couche de cendres de 3 mètres couvre un territoire d'environ 80 km autour du centre de l'éruption. Finalement, de minuscules particules de cendres volcaniques ont recouvert presque toute la partie ouest de l'Amérique du Nord. Après que la cendre est entrée dans la stratosphère, les températures ont commencé à baisser dans le monde entier. L'éruption était riche en soufre, qui est un écran solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid si vite qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant les années suivantes. Les cycles de mousson ont changé, les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ni d'eau potable. Cette catastrophe naturelle, appelée la super-éruption de Gray's Landing, a été colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs récentes études. Elle a couvert plus de 23 000 km² de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Idaho et le nord du Nevada. Les torrents de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une région aussi vaste que le New Jersey. Ils ont instantanément stérilisé la surface de la Terre, anéantissant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Il y a eu au moins 3 autres super-éruptions dans l'histoire du volcan Yellowstone. Elles se sont produites il y a 2,1 millions, 1,3 million et 640 000 ans. Elles ont été respectivement 6 700 et 2 500 fois plus puissantes que l'éruption dévastatrice du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. La super-éruption la plus récente a été surnommée Lava Creek Tuff. Elle a formé la caldeira de Yellowstone après avoir déversé 1000 km3 de roches, de poussière et de cendres volcaniques. De nos jours, le parc national de Yellowstone est un ensemble époustouflant de 10 000 marmites de boue, de sources chaudes, de geysers et de cheminées émettant des gaz volcaniques. Des micro-organismes qui aiment la chaleur vivent dans la plupart d'entre eux. Ce sont eux qui teintent le parc de ces couleurs éclatantes. Le geyser le plus célèbre s'appelle Old Faithful. Il a reçu ce surnom à la fin du 19e siècle à cause de la régularité de ses éruptions. Ce geyser est plus actif que les autres. Il entre en éruption environ 17 fois par jour. Chacun de ces magnifiques événements dure de 1 à 5 minutes et la fontaine d'eau bouillante peut atteindre une hauteur de 55 mètres. Les scientifiques ont passé de nombreuses années à tenter de découvrir ce qui se cache sous le parc de Yellowstone. Ils ont découvert que les eaux de surface descendent sur plusieurs kilomètres dans la croûte terrestre, l'eau se réchauffe et bout, alimentant les geysers. À environ 11 km sous la surface, il y a un réservoir de roches à moitié fondues. C'est la chambre magmatique et elle fait plus de 48 km de large. Un énorme panache de roches chaudes, qui ressemble un peu à un champignon, alimente cette chambre. Il s'élève d'une profondeur de 650 km, voyageant à travers le manteau supérieur de la planète, une épaisse couche de roches principalement solides. Parfois, ce panache surchauffe la chambre de magma. La terre à cet endroit se soulève et de petits tremblements de terre permettent à un peu de liquide de s'échapper à la surface. La pression à l'intérieur de la chambre diminue et le sol s'abaisse à nouveau. Depuis 2004, certaines parties de la caldeira de Yellowstone, qui est un mot intelligent pour désigner un cratère volcanique, ont remonté beaucoup plus vite que d'habitude. Le taux a été de presque 8 cm par an. Aucun soulèvement n'a été aussi rapide depuis que les scientifiques ont commencé à faire des observations rapprochées dans les années 1970. Et pourtant, les experts sont persuadés que le supervolcan ne présente aucun danger de nos jours. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Dans le cas du Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Même s'il y a une certaine activité volcanique, il est plus probable qu'il s'agisse d'un jaillissement de roches en fusion suintante, connu sous le nom de coulée de lave. Cela présente un certain danger, mais il est facilement évitable. Ou bien, il peut s'agir d'une explosion hydrothermale. Ensuite, un grand volume d'eau surchauffée, piégé sous la surface, passera rapidement de l'état liquide à l'état de vapeur. Cette vapeur, ainsi que l'eau bouillante, la boue et les morceaux de roche vont éclater à travers la surface avec une grande force. Puis les débris joncheront la surface sur plusieurs kilomètres de diamètre. En 2015, un volcan est entré en éruption et le fond marin s'est affaissé d'environ 2,50 m, comme un ascenseur qui lâche en pleine course. À ce moment-là, les scientifiques avaient déjà installé des câbles et des capteurs un peu partout. L'idée était simple. Comme il entrait en éruption assez souvent, ils voulaient prédire la prochaine catastrophe. Et ils y sont plus ou moins arrivés. Ils ont entouré 2025 en rouge et attendu. Sauf que rien ne s'est passé. Mais le sol continue de gonfler et de trembler presque chaque jour. Et tout le monde s'inquiète. Voyons pourquoi. Axial Seamount est un volcan situé à environ 500 km des côtes de l'Oregon. Mais pour le trouver, il faudrait plonger à près d'1,5 km de profondeur. On y trouve aussi quelque chose d'inattendu. Des câbles jaunes sur des kilomètres. C'est l'un des volcans les plus surveillés de la planète, grâce à un projet colossal appelé Ocean Observatories Initiative, ou OOI,
Les scientifiques ont recouvert la montagne sous-marine de près de 900 km de fibres optiques. Cela dit, c'est un observatoire de nom seulement, qui tient plus de l'expérience scientifique que d'un vrai observatoire. Il n'y a pas de dôme futuriste où des gens vivent et font de la recherche sous l'eau. Ces câbles alimentent un vaste réseau de capteurs. Ils comptent les séismes, mesurent les soulèvements du sol au millimètre près et écoutent le magma gronder. Ces capteurs sont si sensibles qu'ils détectent l'influence de la Lune quand la marée monte. Le surplus d'eau appuie sur le volcan et déclenche de micro-séismes. Pour tout installer, ils ont dû utiliser des robots télécommandés qui descendent brancher physiquement les capteurs au réseau. Brancher une télé sur une rallonge dans le noir, c'est déjà compliqué. Imaginez faire ça à 1400 mètres de profondeur, avec un bras robotique sous une pression capable d'écraser un pick-up. Mais pourquoi se donner tout ce mal? Les volcans sont paresseux, souvent pendant des siècles. Certains se réveillent une fois, recouvrent la moitié d'un continent de cendres, puis se rendorment pour des centaines de millions d'années. Si vous étudiez les volcans, vous pourriez attendre toute une carrière sans jamais voir une seule goutte de lave. Mais Axial se trouve pile là où deux plaques tectoniques se séparent. Le magma recharge en permanence le réservoir. Ce n'est pas le genre de volcan qui attend des siècles pour se recharger. Il peut entrer en éruption à peu près tous les 10 ans. Il n'explose pas comme le mont Saint-Hélène. Pas de détonation cataclysmique. À la place, le sol se gonfle, se fissure, et la lave s'écoule tranquillement pour former de la roche neuve. Quand le sol se fissure, il projette un immense nuage d'eau surchauffée, appelé mégapanache, chargé de bactéries souterraines. Il s'élève sur des centaines de mètres et ressemble à une tempête de neige blanche traversant l'océan sombre. Chaque éruption remet la vie à zéro, forçant l'écosystème local à repartir de rien. Cette combinaison, fréquent et calme, en fait un sujet d'étude idéal. Il entre en éruption assez souvent pour qu'on puisse collecter des données. Et il est assez prévisible pour qu'on construise un modèle autour. Dès 2014, l'observatoire était déjà en place, juste à temps pour l'éruption de 2015. Les scientifiques ont capté l'événement en direct. Les capteurs au fond de l'océan montraient le sol qui gonflait comme un ballon géant, à mesure que la roche fondue s'accumulait en dessous. Le sol s'est soulevé de près de 2 mètres, jusqu'à ce que la pression fasse craquer la roche. Ça a provoqué des milliers de micro-séismes en un seul après-midi. Puis, des fissures longues de plusieurs kilomètres se sont ouvertes, et la lave a jailli. À mesure que le magma s'écoulait, le sol a perdu son support, et finalement, le fond marin à l'intérieur du cratère s'est effondré. Tout l'intérêt de capturer 2015, c'était de créer une référence. Voilà à quoi ressemble le « juste avant une éruption ». Alors, quand le fond du cratère a recommencé à monter et que le nombre de séismes a grimpé, les scientifiques ont pensé qu'Axial se dirigeait vers une nouvelle éruption en 2025. Et puis rien, nada, que dalle. Les signaux ont atteint la même zone que la dernière fois, mais pas d'éruption. C'est comme gonfler un pneu jusqu'à ce qu'il devrait éclater. Et il n'éclate pas. Alors, qu'est-ce qui a raté pour les chercheurs qui attendaient une explosion tranquille ? Ce qui s'est probablement passé, c'est que le volcan a calé. En 2015, le sol montait vite, mais la nature a probablement changé le tempo. Le magma continue de remplir la chambre, mais il afflue plus lentement qu'il y a 10 ans. Il est aussi possible que la roche soit plus solide maintenant, qu'elle résiste mieux aux fissures, forçant le volcan à gonfler encore plus. Il y a aussi une troisième option. De minuscules fractures discrètes pourraient relâcher juste assez de pression pour retarder l'événement principal. Maintenant, le volcan en état d'animation suspendu. Prêt à exploser, mais sans l'étincelle. Et même avec toutes ces données, il reste difficile de distinguer le « presque prêt » du « sur le point de craquer ». C'est pourquoi la prévision est passée de 2025 à mi- ou fin 2026. Le volcan est resté actif, mais l'accumulation a ralenti, repoussant le point de rupture d'environ 1 an. Mais pourquoi ça rend les scientifiques nerveux ? Quand on parle de conséquences d'éruption, on imagine vite un tsunami fonçant vers la côte. Eh bien non, vous pouvez laisser votre planche de surf au garage. C'est un événement en eau profonde. L'eau absorbe presque toute l'énergie. La surface peut faire quelques bulles, mais personne sur la plage ne va renverser son verre. Ceux qui transpirent, ce sont ceux qui ont payé les robots. Le problème, c'est que le labo se trouve à l'intérieur de l'éprouvette.
N'oubliez pas, le volcan est actuellement surchargé. Il a déjà gonflé au-delà du seuil habituel. S'il attend fin 2026 pour enfin se libérer, il pourrait avoir accumulé bien plus de magma qu'en 2015. Une éruption plus forte, c'est de nouvelles données fascinantes, mais aussi un volume de lave bien plus important. Ces câbles jaunes hors de prix et ces capteurs fragiles, ils sont en pleine zone d'impact. Si la lave suit l'ancien chemin, le matériel est sauf. Mais une libération sous surpression pourrait ouvrir de nouvelles fissures dans le fond marin. Si ça arrive, les chercheurs pourraient perdre des millions de dollars d'équipement en quelques secondes. Les scientifiques pourraient regarder le flux en direct, voir un mur de verre en fusion, puis de la neige. Mais la vraie inquiétude, ce n'est pas l'argent. Axial est censé être la référence absolue. C'est le kilomètre carré de fond marin le plus moderne de la planète. C'était censé être le cas facile. Si notre modèle de prédiction échoue ici, c'est mauvais signe. On a tous les capteurs imaginables et on ne comprend toujours pas les volcans sous-marins aussi bien qu'on le pensait. Si on n'arrive pas à prédire le volcan gentil quand il est truffé de micros, quelle chance a-t-on avec les dangereux? Les cheminées autour du volcan crachent une eau pouvant atteindre environ 340 degrés Celsius. En surface, elle se transformerait instantanément en vapeur. Ici, la pression est si intense que l'eau ne peut pas bouillir, mais elle est si chaude qu'elle dissout les minéraux. L'endroit est aussi très bruyant. Si vous pouviez l'entendre, ça ressemblerait à un réacteur d'avion sur une piste. En plus, le sol est tapissé de verre tubicole. Il ressemble à des tuyaux blancs géants d'1,80 m avec des extrémités rouges vifs. Biologiquement, ils n'ont aucun sens. Pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac. Ils ne mangent rien du tout. À la place, ils abritent des bactéries dans leur corps qui transforment le gaz sulfureux toxique du volcan en sucre. Ils fonctionnent littéralement à la pollution. Partout sur eux rampent des vers à écailles. Ces créatures semblent venir d'une autre planète. Elles sont couvertes d'écailles microscopiques qui réfractent la lumière. Si vous braquez une lampe dessus, elle scintille en bleu et en rouge. Le sol en dessous est tout aussi étrange. Quand Axial entre en éruption, la lave touche l'eau glaciale et refroidit instantanément. Mais elle ne se transforme pas en pierre grise. Elle devient du vert d'un noir pur, de l'obsidienne. Si vous essayez de marcher dessus, on dirait que vous piétinez des milliers d'ampoules. Les experts ont mis à jour le calendrier pour cette année. Les caméras sont en place pour capturer des images spectaculaires. Et on pourrait même avoir un direct sur YouTube montrant le sol se déchirer sous l'océan. Espérons juste que ce ne sera pas la dernière diffusion. C'est dur de filmer la suivante quand votre caméra à plusieurs millions de dollars finit digérée par une rivière de verre en fusion. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde, est de nouveau entré en éruption en mars 2026 sur la grande île d'Hawaï. D'immenses fontaines de lave ont jailli dans le ciel. La route principale a fermé et l'aéroport a été bloqué par des nuages de cendres abrasives. Le ciel est devenu d'un rouge sombre et inquiétant. La fumée était si dense que certaines zones de l'île ont été coupées. C'était déjà la deuxième fois de l'année. L'éruption s'est produite directement dans le cratère Halemaumau, au sommet du volcan. La situation est devenue dangereuse très vite et les visiteurs ont dû évacuer le sommet. La fontaine de lave est montée à environ 1300 pieds, soit presque la hauteur de l'Empire State Building et même plus haut que la Tour Eiffel. Mais regardons l'éruption étape par étape. Elle a commencé le 10 mars 2026 et a duré environ 9 heures avant de s'arrêter brusquement à 18h21. L'éruption a commencé le matin à 9h17 avec de la lave jaillissant de l'évent nord. L'évent sud s'est mis en éruption juste avant 10h. En début d'après-midi, les fontaines étaient déjà énormes. Celle du sud a atteint 1150 pieds et celle du nord 1000. La lave s'étendait sur environ un tiers du fond du cratère, en brillant d'un orange et d'un rouge intense. En se refroidissant dans l'air, la lave se transformait en téphra, un mélange de roches volcaniques, de cendres et de minuscules éclats vitreux. Le téphra râpe la peau, pique les yeux et peut gêner la respiration. Pire encore, il peut transformer les routes en patinoire pour les voitures. À cause de tout cela, une partie de la route 11 a été fermée, entre les repères 24 et 40. En janvier, pendant une autre éruption, du téphra est aussi tombé sur le parc et les villes voisines.
Certains visiteurs malchanceux ont été touchés par les retombées, et quelques-uns ont même été coupés. Le Park Service a dû fermer le sommet pour la première fois depuis le début de ce cycle éruptif, le 23 décembre 2024. Le National Weather Service a indiqué que le panache était monté à 25 000 pieds. Cela fait presque 8 km de haut, plus haut que beaucoup d'avions. Le vent soufflait du sud, donc les cendres et les gaz sont partis vers le nord depuis Alemaomao. Les autorités ont demandé aux habitants voisins de rester à l'intérieur ou de partir si les gaz devenaient gênants. Et ce n'était pas la première fois que le Kilauea causait des problèmes cette année. Une éruption précédente avait commencé le 15 février et duré presque 10 heures. La lave avait alors couvert la moitié du fond du cratère. Les scientifiques estiment qu'environ 15 millions de yards cubes ont été émis. De quoi remplir des milliers de piscines ou couvrir des centaines de stades. À 14 h le 10 mars, du téphra tombait encore. Les Rangers ont aidé à évacuer les visiteurs du sommet. Tous les sentiers et points d'observation proches du sommet ont été fermés. Les scientifiques surveillent jour et nuit la hauteur des fontaines, la vitesse des coulées, la direction du nuage de cendres et la zone des retombées. Même si la lave reste surtout dans le cratère, le téphra et les gaz volcaniques rendent la vie près d'un volcan assez risquée. Depuis le 24 décembre 2024, le Kilauea crache de la lave par intermittence, surtout depuis 2 évents du cratère sommital, un au nord et un au sud. Les éruptions se produisent par courtes poussées, généralement de moins d'une demi-journée. Ensuite, le volcan fait une pause. Peut-on dire qu'il se détend ? Non, on ne peut pas. Parfois, ces pauses peuvent durer 2 semaines ou plus, comme si la lave reprenait son souffle avant le prochain spectacle. Mais parlons encore un peu du téphra. Le plus gros problème, c'est qu'il ne reste pas près du volcan. Lors d'éruptions passées, il est tombé sur des quartiers aussi éloignés que Hilo et Puna, en perturbant les réseaux d'eau et en laissant un nettoyage colossal. À l'aéroport international d'Hilo, tous les vols du soir ont été annulés à cause des cendres. Pendant des semaines, habitants et agents du parc ont balayé du téphra des toits, des gouttières, des rues, bref, presque partout. Selon le porte-parole du parc, cette large dispersion vient d'un mélange de vents faibles et de fontaines de lave extrêmement hautes. Quand cela arrive, les débris volcaniques retombent presque à la verticale sur le parc et les villes voisines. Lors d'éruptions précédentes, les alizés, qui soufflent d'ordinaire d'est en ouest à travers les îles, ont agi comme un tapis roulant. Ils ont transporté les cendres et les gaz volcaniques au-dessus du désert de Kau et vers les localités voisines du sud-ouest. Un autre danger majeur d'une éruption, c'est la pluie de verre, qu'on appelle aussi les cheveux de Pélée. C'est un type de téphra qui se forme surtout quand les fontaines de lave jaillissent à très grande vitesse. Les minuscules bulles de gaz dans la lave éclatent et tirent la roche en fusion en filaments ultra fins et fragiles. Le vent les emporte ensuite très loin. C'est léger mais cassant, et cela peut rayer la peau ou pénétrer dans les yeux et les poumons. Ce nom vient de Pélée, la déesse hawaïenne du feu et des volcans, parce que ce matériau naît directement de l'activité volcanique. Lors de grosses éruptions, comme celle de 2018, on a signalé la chute de ces filaments tout autour du volcan. Or, le Kilauea n'est pas la seule menace de la région. Le géant endormi d'à côté, le Mauna Loa, a fait l'objet d'une mise à jour scientifique le 5 mars 2026. Le volcan n'est pas encore en éruption, mais il se gonfle à mesure que le magma remplit ces immenses chambres souterraines. On pourrait croire que la Terre prend une grande inspiration, mais ce n'est pas tout. Rien que le mois dernier, plus de 100 séismes ont été détectés sous le sommet. Faut-il s'inquiéter ? Voyons ça ensemble. Le Mauna Loa, le plus grand volcan actif de la planète, couvre la moitié de la grande île d'Hawaï. Ces éruptions peuvent produire d'immenses rivières de lave très rapides, comme un bulldozer au ralenti fait de roches en fusion. Quand le Mauna Loa entre en éruption, cela commence généralement au sommet. De là, la lave peut partir vers la zone de rift nord-est, la zone de rift sud-ouest, ou même vers des évents sur le flanc nord-ouest du volcan. Le plus impressionnant, c'est que ces coulées peuvent apparaître quelques minutes, quelques heures, ou même quelques mois après le début de l'éruption. Depuis sa première éruption bien documentée en 1843, le Mauna Loa est entré en éruption 34 fois.
Les intervalles entre les éruptions vont de quelques mois à plusieurs décennies. La plus récente date de 2022. Pour l'instant, le Mauna Loa est calme, mais toujours actif. L'activité sismique, c'est-à-dire les petits séismes sous le volcan, montre que le magma se déplace bien sous la surface. En février 2026, les scientifiques ont détecté 116 séismes sous le sommet, surtout regroupés sous la caldeira de Mokuaweueo. Quelques-uns se concentraient aussi dans la partie sud de la caldeira, mais inutile de paniquer. Le mois précédent, on en a décompté 123. Le fait est que ces séismes font partie de la respiration normale du volcan, qui se remplit de nouveau de magma après l'éruption de 2022. Les GPS montrent aussi que le sommet se gonfle, signe que le sol monte lentement à mesure que le réservoir souterrain de magma. En même temps, gaz et température dans la zone de rift sud-ouest restent normaux, signe qu'il n'y a pas de changement majeur par rapport au mois précédent. Donc, même si le Mauna Loa se recharge, rien n'indique pour l'instant une nouvelle éruption imminente. Quoi qu'il en soit, le Mauna Loa mérite une surveillance constante. C'est un géant endormi qui peut se réveiller à tout moment, et les scientifiques observent de près le moindre soulèvement du terrain. Parce que si le Mauna Loa entre en éruption, il peut causer une foule de problèmes. D'immenses coulées de lave peuvent filer et recouvrir tout sur leur passage. Le volcan peut aussi faire trembler le sol. À mesure que le magma s'y accumule, les flancs de la montagne peuvent se déplacer vers le haut ou sur le côté, déclenchant des séismes. En plus, le Mauna Loa peut libérer des gaz volcaniques qui se mêlent à l'air et créent du VOG, un smog volcanique irritant, parfois difficile à respirer pour les habitants sous le vent. Parfois, le volcan peut même produire de petites explosions et projeter des cendres dans le ciel, ce qui met en danger les avions à proximité.